Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan, la chaîne des amoureux du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, qui fait plaisir ou qui est encourageant. Bon, ça, on va voir. En tout cas, c'est le débrief du match Toulouse-Paris qu'on a eu ce week-end. Un partout, égalité. Les deux buts sur penalty. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet qu'on va peut-être qualifier de mitigé, mais peut-être encourageant, on a le plaisir d'avoir Nola et Arwin. Les amis, comment ça va? Ah bah, écoute, ça va tranquillement. Très contente de ce trio inédit, je pense. On n'a jamais été que les trois ensemble, si je dis pas de bêtises. C'est Donc, coquinou. je pense qu'on va pouvoir bien. Il y aura de quoi débattre. Et moi, je suis très contente toujours d'être avec le proc. Il y a toujours Ah, des. moi Aussi un plaisir d'être avec toi en plus et d'être en plus avec un autre présentateur parce que c'est vrai que maintenant, avant, il y avait toujours Nico, maintenant ça varie entre Nico, entre John, etc. Donc ça montre que tout le monde se met la main à la pâte. Donc c'est tant mieux. Exactement. On est une vraie équipe chez Paris Fan et puis on est tous voilà un peu comme les mousquetaires, un pour tous, tous pour un. Et donc du coup, quand les uns sont plus dispo, on essaye de reprendre la main et d'être toujours voilà là pour vous apporter les nouvelles les plus fraîches du Paris Saint-Germain. Avant de commencer ce nouveau sujet, cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir, ça nous aide beaucoup pour remonter dans l'algorithme de YouTube. Et puis n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche aussi pour pouvoir suivre toutes nos vidéos. Et pareil, à réagir en commentaire. On est toujours content de vous lire et de vous répondre. Et puis, nous, on donne notre avis, mais en fait, c'est l'avis de la communauté qui compte aussi. Donc, voilà, on lance tout de suite le sujet. Match qu'on pourrait qualifier d'assez frustrant, à mon sens. Il y a des choses qu'on a pu voir. Il manque encore pas mal de points sur lesquels il faut s'améliorer. Et on pensait voilà, voir un peu plus de montée en puissance. Peut-être une petite déception aussi sur la compo de départ, mais on y reviendra après. Au niveau des premiers avis, Erwin, Nola, est-ce que vous souhaitez réagir? Voilà, est-ce que vous avez des choses que vous souhaitez mettre en avant comme ça qui vous ont un peu choqué, qui vous ont fait plaisir, ou peut-être un avis qui est un peu plus mitigé sur ce genre de choses, quoi. Écoute, Et les dames moi, d'abord. je vais. Non, je vais pas être aussi pessimiste que toi. Je sens qu'il y a quand même pas mal de négatifs dans le champ lexical que tu utilises depuis le début. Certes, c'est un match nul. Certes, c'est notre deuxième match nul, mais c'est les deuxièmes matchs de la saison. Hein. C'est pas encore comme si si ça faisait 20 matchs et qu'on n'en avait pas gagné un seul. Moi, je vois des choses très encourageantes. Je vois encore une fois un grand nombre de tirs devant le but adverse. On avait 20 tirs sur le premier, on en a 16 sur celui-là. Le bémol, c'est bien entendu les tirs cadrés. On en avait 4 sur le premier, on en a 3 sur celui-ci. Donc ça, par contre, c'est trop peu. Mais quand la mire sera bien réglée, je pense que du coup, c'est une équipe qui peut faire mal. On s'est encore planté sur les pronostics. Hein. On avait dit 3-0. Bon, bah, 1-1 finalement. En plus sur penalty, donc on a quand même eu du mal dans le jeu à vraiment débloquer la situation, mais il y a quand même beaucoup de points encourageants. On a une équipe, quoi qu'il arrive, qui me semble très homogène, beaucoup plus que les années précédentes, plus équilibrée. Et voilà, comme je dis, pour moi, dès que le dernier geste sera là, l'équipe va tourner. C'est comme une Formule 1, par exemple, si vous voulez. Si elle est super rapide, mais pas fiable, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous ne gagnerez pas, en fait. Il faut avoir d'abord la fiabilité et après, on s'occupe de la vitesse. Et bien là, ça va être à peu près pareil. On a le jeu, on a les occasions, il suffit juste de les mettre au fond. Les mettre au fond, je suis d'accord avec toi, mais quand tu te dis que tu es le Paris Saint-Germain et que tu es censé avoir des joueurs de classe mondiale, il y a des joueurs, il y a des occasions que tu ne peux pas te permettre de rater. Je repense à notamment, alors, je veux bien qu'on me dise encore intégration, ça prend du temps, etc. Mais quand je repense aux occasions ratées de Gonzalo Ramos, surtout la première, où tu te dis, mais celle-là, il doit la mettre matin, midi et soir en tant que numéro 9. Il y a celle où je crois qu'il fait une espèce de double undo avec Mbappé en deuxième mi-temps. Tu te dis, mais s'il te se jette comme un mort de faim, il y a le deuxième but et à la fin, fin de l'histoire. Et le problème, on repart seulement qu'avec un point. Alors, autant la semaine dernière, je pourrais dire, d'accord, le gros bloc bas, Lorient n'a rien proposé, etc. Je veux bien comprendre. Mais là, cette semaine, ce que j'ai surtout noté, c'est que on a fait preuve de maîtrise, mais c'était moins flagrant que contre l'Orient, en fait. Et notamment en seconde période. Il y a eu des séquences où tu disais, Toulouse aurait pu.
aurait pu revenir dans le match plus rapidement que les Parisiens, voire même aurait même pu ouvrir le score. Mais il y a eu ce fait de jeu avec ce penalty qui a été sifflé pour le Paris Saint-Germain à juste titre. Et tu te dis qu'avec ça, on allait pouvoir s'installer, on allait peut-être marquer ce deuxième but. On fait preuve d'un manque de finition dans la surface et qu'à la fin, on finit par reculer. Et tu as cet abruti d'Hakimi qui trouve le moyen de marcher sur le talon du joueur et d'enlever sa chaussure. Et ce qui nous coûte un penalty, à la fin, on fait 1-1. Donc au Alors, final, oui, je veux juste souligner deux choses par rapport à ça. Et là, je sais que je vais me foutre contre John, mais c'est pas grave. J'aime bien les débats. Euh, qui fait la passe à Mbappé pour créer le penalty? je crois que c'est Hakimi. Si, merci de le souligner au moins. Il a fait une superbe ouverture qui a Si, permis si à, qui a si à permis partir d'ouvrir du le score. moment, si à partir du moment où il est sur le terrain et que forcément pendant 90 minutes il fera quelque chose, il faut lui dire merci. Bon, Non, non, je dis juste que, je dis juste que la faire la copie, passe, elle est pas faire la 100% passe, négative. Elle faire n'est la pas passe 100% négative. Il y a ouais, ça. Et si vous faire la regardez vraiment passe. l'action, regarde l'action au ralenti, parce que je me suis quand même amusé à regarder à la fin dans les highlights pour voir quelle était vraiment la faute d'Hakimi. Certes, il lui marche sur le talon. Regardez bien où est son regard à ce moment-là. Les deux joueurs regardent le ballon. Il n'y a aucune volonté de faire faute dans la surface à ce moment-là. Ça passe malheureusement au centimètre trop loin. Certes, il lui marche au talon, certes, la chaussure, elle s'en va. Mais il n'y a aucune volonté de faire faute. C'est pas comme s'il l'avait sabré, s'il s'était couché, s'il l'avait taclé ou autre. Non, il n'y a aucune volonté de faire faute à ce moment-là. Donc, étant donné que les deux joueurs regardent dans la même direction et qu'à ce moment-là, ils sont juste l'un contre l'autre, c'est duel épaule contre épaule comme on le voit tout le temps. Malheureusement pour lui, il faut juste qu'il touche le talon de l'autre et que sa chaussure s'en aille. C'est plus de. Il y a eu des pénaltys provoqués par le Paris Saint-Germain dans le passé, beaucoup, beaucoup plus critiquables que celui-là. C'est juste les deux bémols que je veux remettre par rapport à ça. On est d'accord qu'Hakimi, il a quand même raté plusieurs fois des derniers gestes ou des avant-derniers gestes au niveau de la surface adverse. Il aurait peut-être pu marquer lui-même, il aurait peut-être pu faire des passes décisives. On est d'accord là-dessus. Je dis juste, voilà, bémol sur sa prestation. C'est quand même grâce à lui qu'on ouvre le score. Et le penalty est sévère, même si justifié. C'est pas forcément Voilà. grâce à lui qu'on ouvre le score, faut pas déconner. Après, on n'est pas là en train de faire le jugement d'Hakimi ou pas. Non, non, bien sûr que non. Moi, j'aimerais voir un Hakimi plus libéré, qui propose plus de choses, qui a pas peur de dribbler dans la surface adverse, qui a pas peur de frapper au ballon, qui arrête de regarder derrière lui quand il a la capacité de dribbler un ou deux joueurs ou de faire des frappes. En fait, voilà. Et moi, j'ai envie de voir un Hakimi. En fait, j'ai rien contre lui, mais il me frustre parce que j'ai envie de voir un Ah, bon, on Hakimi le du sent bien. Maroc, j'ai envie de voir un Hakimi de l'Inter. En fait, c'est ça. Et quand tu connais l'étendue de son talent, c'est frustrant de voir ce qu'il propose au Paris Saint-Germain. Et je dis bien au Paris Saint-Germain. Il n'est pas le seul fautif. Aussi, l'année dernière et pendant 2 ans, il y a eu aussi beaucoup de gens qui ne jouaient pas avec lui et c'était compliqué. Mais on espère en tout cas de voir un Hakimi meilleur ou en tout cas de revoir venir Mukele pour apporter de la concurrence aussi. Parce que quand il y avait de la concurrence entre les deux, il proposait des meilleurs faits. Bon, Hakimi, je pense qu'on a peut-être fait le tour dessus. Mais on ne peut pas dire qu'un joueur, parce qu'il a fait une passe et que l'autre il est tombé parce qu'il s'est fait marcher dessus, c'est grâce à Hakimi. Genre, dans ce cas-là, sinon, n'importe quel but qui peut arriver parce que le deuxième ou troisième personne qui a fait la passe Non. derrière, c'est grâce à lui. Faut Après, je pas. suis Voilà. ce que dit Nola, même si je viens de dire à l'instant, c'est abruti, etc. Mais je viens quand même de repenser qu'en soi, quand tu regardes la prestation d'Hakimi, que ça soit sur le plan. Alors, son plan offensif, ok, c'est à des années-lumière de ce qu'il faisait à Dortmund et à l'Inter, et même avec le Maroc. Je suis Oui. d'accord avec toi. Mais quand même, il y a un truc que j'ai noté, c'est que défensivement, il est beaucoup plus serein. Moi, je me rappelle les saisons d'avant, Hakimi, son côté, c'était l'autoroute A1, hein. N'importe qui pouvait passer littéralement facilement. Là, tu te dis que là, il est beaucoup plus serein défensivement. Il y avait même un moment, alors peut-être qu'on en parlera après, mais moi, je n'avais pas compris le pourquoi, lorsque Dembélé est rentré, Hakimi passait directement à gauche. Alors qu'en fait, apparemment, ce qu'elle avait expliqué, c'était que comme Dembélé et Hakimi jouent sur le même profil sur le côté droit, afin d'éviter que les deux se rentrent dedans littéralement, il fallait en fait équilibrer les deux côtés. C'est pour ça qu'Hakimi passe sur ce côté gauche. Et je trouve que pour ça,
il s'en est quand même plutôt bien sorti. Il y a même un moment, juste avant le penalty, je crois que c'était à la 80e minute. Bon, Nola me rappellera s'il a vu les highlights. C'est un moment, il fait un retour salvateur dans la surface de réparation. Tu dis quand Ah même, ouais. Ah oui, oui, ouais. mais ça, il faut Alors, le souligner, je veux bien bien, sûr. je veux bien dire que ce n'est pas encore le Hakimi de ce on aurait voulu voir, surtout au prix qu'on l'a payé. Parce que je crois qu'on a mis plus de 60 millions dessus, je ne me trompe pas, un truc comme ça. 65, je crois. J'aurais dit entre 60 et 70, je crois. Un truc comme ça. Donc forcément, tu avais ça. 65. Mais après, encore une fois, il y a beaucoup de critères à prendre en compte, comme vous l'avez expliqué avant. Quand pendant 2 ans, tu as dû te farcir une espèce de guerre entre le Maroc et l'Argentine avec Di Maria et Oui, Messi qui ne oui. jouent pas Ouais. avec toi et qu'il fallait absolument qu'Mbappé passe sur le côté droit pour pouvoir avoir un minimum de cohésion pour toi. Là, tu te dis peut-être que là, avec Dembélé, est-ce que ce sera le cas? On ne sait pas. Ou peut-être c'est peut-être que Kangili va probablement permuter sur le côté droit. On verra comment ça va se passer. Donc, oui, on peut être extrêmement critique. Après, sur ce match, moi, personnellement, pour finir là-dessus, même si je l'ai dit que tout à l'heure, je l'avais insulté au tout début à cause du pénalty parce que ça m'avait un peu énervé. C'est pour ça que je suis revenu dessus. Ouais, voilà. Mais finalement, en soi, il n'y a pas grosse critique à faire sur Hakimi en vrai. Parce que franchement, un penalty comme ça. D'ailleurs, tu parlais du penalty. Hier, je crois que c'était le match entre Lorient et Nice de mémoire. Il y a eu exactement la même action où il y a un joueur de Nice qui a eu sa sort complètement défiguré sur cette Hmm. occasion-là. L'arbitre n'a pas sifflé penalty. Alors que Bon. pourtant, c'est pour nous la même Il y a chose. un trou, il y a un trou comme ça dans la chaussure. Ouais, voilà, le trou, il est quand même assez épais. Donc, on le voit vraiment que là, il y avait alors, on ne dit pas qu'il y avait intention de nuire ou quoi que ce soit, mais tu voyais vraiment que il y avait la chaussure qui était vraiment déchirée. Donc, là, pour ça, l'arbitre ne siffle pas penalty, mais pour nous, il l'a sifflé. C'est pour ça qu'il faut se poser quand même un peu la question. Alors, on ne va pas commencer à dire encore une fois, on est à mauvais, l'arbitrage, etc. Mais c'est vrai que ça peut se poser des questions. Ça me rappelle un match à Sochaux où on avait pris 2 pénaltys, je crois, c'est Yepes qui les provoque à l'époque, en ceinturant. Et c'est les 2 seuls pénaltys qui ont été sifflés de l'année quand un défenseur ceinturait sur un corner. Et donc, on Voilà. avait pris 2 pénaltys en tout début de saison, il y a longtemps de ça. Pour revenir du coup au match Toulouse-PSG, pour revenir au sujet de la vidéo, au niveau de la composition, est-ce que vous comprenez, vous, la compo qu'on a eue au départ? Moi, je vous donne mon avis, mais donnez-moi aussi le vôtre. Qu'on est Lee en ailier gauche quand tu as Mbappé qui est disponible, Vitinha en ailier droit quand tu as Dembélé qui est disponible et qu'Enrique dit en conférence de presse, oui, il a la capacité physique d'être titulaire dès la première minute sans aucun problème. Quant à Ruiz, qui est titulaire, alors que, bon, moi je l'aime bien, mais il y a quand même il est quand même un peu mitigé. Que tu as Cher qui a fait de très très belles prestations lors de la pré-saison qu'on aurait pu voir. Et puis en fait, il y a aussi une stat qui est quand même révélatrice, c'est que pendant les 51 premières minutes de jeu, on a eu un seul dribble réussi. Et dès que tu as eu l'entrée de Mbappé, de Dembélé, donc les 39 en gros dernières minutes qui est resté, il y a eu 10 dribbles réussis. Voilà. Est-ce que la compo de départ, déjà, elle est cohérente par rapport aux capacités des titulaires qu'on avait, quoi? Pour moi, elle est Je pense qu'on. cohérente. Vas-y, vas-y, vas-y. Elle est totalement cohérente. Je veux dire que. Alors, oui, d'accord, on parlait par rapport au cas d'Mbappé, même de Dembélé, mais je rappelle encore une fois que, en dehors de tout le marasme qu'il y a eu par rapport à le fait qu'il part, qu'il ne part pas, etc., Mbappé, il avait quoi? À peine 2, 3 entraînements dans les pattes avec l'équipe réserve. Euh, on peut me dire ce qu'on veut. Pour moi, les lofters, je les appelle l'équipe réserve. Donc, bref. Mais tu te dis forcément, le mettre comme ça titulaire d'entrée, je pense pas. Et quand vous avez vu, quand Mbappé est rentré, vous avez vu comment le bloc toulousain commençait littéralement à reculer. C'est pour dire qu'en fait, il s'est dit, si je fais rentrer Mbappé en seconde période en fonction du résultat de la première, mais c'est clair que les Toulousains ils vont tellement avoir la peur de ce joueur-là qu'ils vont commencer en fait à reculer et faire n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'on a eu le penalty. Mais dans la composition en soi, pour moi, elle me semble logique. Alors, même si Vitinha est lié, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Mais par contre, le match de Fabien Ruiz, mon Dieu, quelle horreur. Ah, c'est Franchement, compliqué, hein. non, franchement, là, je vous pose la question à tous les deux. Trouvez-moi une bonne action ou un truc
ou Fabien Ruiz, ça serait faire quelque chose samedi? Non, franchement, dis-moi. En toute honnêteté, pour moi, c'est vraiment celui qui n'est pas au diapason de l'équipe, hein. On pourrait parler de Solaire peut-être aussi, qui est un peu, qui a un ton en dessous des autres. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est vraiment c'est des recrues de l'année dernière qui donnent pas satisfaction pour l'instant, hein. Il y a des joueurs qui ont Mais eu moins de chance que ça, hein. Je dirais un Wijnaldum, il a eu beaucoup moins de chance qu'un Ruiz pour pouvoir prouver ce qu'il valait. Hmm. Et d'ailleurs, il va nous rester des joueurs parce que là, le mercato, il commence à se terminer, enfin, il se termine bientôt. Et au milieu, pour le moment, j'ai fait la liste. En milieu offensif, milieu centraux, que tu peux faire jouer sur les deux. Tu as Vitinha, tu as Verratti, tu as Emery, tu as Eddour, tu as Lee, tu as Asensio en dépannage qui peut jouer en numéro 10. Et c'est lui, en deuxième attaquant, c'est son poste de prédilection. Tu as Wijnaldum, tu as Draxler, tu as Ruiz, tu as Soler et tu as Michu. Encore. Et après, en milieu défensif que tu peux avoir, tu as Ugarte, Danilo et Marqué en dépannage. Donc, on a quand même un milieu qui est fourni. Et aujourd'hui, Lee, qui devrait apparemment redescendre d'un cran, du coup, pour être vraiment dans le cœur du jeu et apporter ce côté créateur qu'on n'a pas réussi à choper sur la partie mercato. Wijnaldum, qui voudrait apparemment résilier son contrat, mais s'il n'y a pas d'offre, il ne partira pas. Donc, il pourrait rester aussi. Draxler, on ne verrait peut-être pas partir. Donc, est-ce que Enrique pourra arriver voilà, avec ces joueurs comme Draxler, Wijnaldum, Michu, qui était à l'époque une belle promesse avant qu'il parte à Sunderland et qui s'est un peu planté là-bas. Est-ce qu'il pourrait arriver à faire quelque chose ou voilà, parce qu'une fois que le mercato sera fini, je crois que l'Arabie Saoudite, ça se termine le 23 septembre, pardon, le mercato, mais sinon, il faudra les intégrer d'une certaine manière. Bah, de toute façon, il faudra les intégrer dans le groupe pro, quoi qu'il arrive, parce que la législation est comme ça. On n'a pas le droit de laisser des joueurs pros ne pas s'entraîner avec les pros. Après, c'est pas pour autant qu'ils seront sur la feuille de match. S'ils ne rentrent pas dans les plans de l'entraîneur, ils ne rentrent pas dans les plans de l'entraîneur. C'est tout. Enfin, pour moi. Mais tout ça pour dire qu'on a, mine de rien, en fait, on a quand même un peu de qualité au milieu. Alors, il nous manquerait peut-être un gros milieu de terrain à la Barella ou de cette trempe-là ou de Bernardo Silva, donc qui ne viendra pas. Mais bon, moi, je me dis que Vitinha, Verratti, Emery, Endour, Lee et on va dire Asensio, vraiment en poste numéro 10, on a quand même voilà, de quoi avoir une équipe qui peut tourner, qui peut être solide. Et là, on parle encore de 2 ou 3 postes en fonction en fonction du format de jeu. Si tu joues avec un troisième offensif, enfin un milieu offensif, ou si tu joues qu'avec 2 milieux centraux. Ah Alors, bon, je sais que Et- toi, tu milites. Pardon, Erwin, juste. Je sais que toi, tu milites, par exemple, pour avoir Mukele en 6. Non, 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 j'ai pas dit, non, 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 c'est un autre débat, mais ce que je veux j'ai pas dire par dit, là, non, c'est non, que. j'ai pas dit Non, mais ça. ce que je veux dire, c'est que depuis qu'on a perdu Mota, on n'a eu aucun vrai 6 qui était aussi efficace, ou en tout cas qui apportait autant dans le jeu. On a beaucoup de milieux Oui, de terrain mais relayeurs, créatifs, voire offensifs, mais Ugarte, qui on a vraiment en fait en gros milieu défensif qui bah, va. Ugarte, Je il a donne encore fait encore un autre exemple. Attends, attends, il a fait un super juste match, un autre exemple encore. historique, mais un Gattuso, tu vois, quelqu'un qui vraiment harcèle sans arrêt les mecs en face. On n'a pas ça dans l'équipe. Non, Pour moi, mais c'est plus ce poste-là Ugarte qui me a manque qu'autre fait chose. un super match encore. Homme du Oui, match par contre, là, contre ah oui, oui, Lorient, oui, excuse-moi, oui, super pour match. Ugarte, Donc lui, oui, on va attendre un petit peu voir ce que ça donne. Mais Ugarte, déjà, en numéro 6, enfin, moi, je suis quand même rassuré de l'avoir sur le terrain. Maintenant, après, non, 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 je suis ça d'accord, reste. je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, il ne faut pas le comparer à Mais Thiago bon, Motta, si il est on a que encore trop lui, il tôt. ne faut pas qu'il se. Erwin, Tu ton voulais dire, avis sur le milieu de Erwin, terrain? excuse-moi, je t'ai coupé tout à l'heure. bah après, c'est que déjà, tu vous avez parlé de Thiago Motta, mais en même temps, il n'y a personne qui l'a remplacé. On a essayé de faire. Après, le truc, c'est que il y a différents types de milieux défensifs. Il y a soit ceux qui sont vraiment purement dans le côté défenseur, ou soit ceux qui sont côté un peu relanceur, rampe de lancement. Et Thiago Motta, il a été surtout rampe de lancement. Mais au Paris Saint-Germain, on a eu qui a fait le rôle de rampe de lancement? On a eu Gregor Skrikoviak qui a été un échec ambulant, je ne vais même pas en parler. On a Bye eu bye. le fameux Leandro Paredes. Bon, j'attends toujours, mais au final, Il était plus voilà. offensif que défensif finalement. Ouais, voilà. Et donc, en plus, pour le coup, pour défendre, ça le faisait vraiment chier. On a voulu essayer de tenter ça avec Gana Gueye, mais qui a voulu plus remplacer Matuidi. Bon, c'était mi-figue, mi-raisin par moment. Donc, au final, oui, c'est toujours la même question de se demander qui pour remplacer Thiago Motta. Et que Thiago Motta n'a toujours été pas en place depuis 2016. Ça, c'est problématique. Maintenant, vous avez parlé d'Ugarte. Ugarte, il a fait un très bon match, d'accord.
Mais par contre, va falloir vraiment qu'il se calme sur les fautes, hein, parce qu'il en fait énormément. Et dans un championnat comme la Ligue 1, les arbitres ne vont absolument pas le louper. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois que contre Lorient, il avait pris un carton jaune de mémoire, non? Il me semble. C'est pas impossible. Mais il est Parce connu que, pour refaire des fautes quand même, Vérifier, hein. Il est connu pour ce être que je veux rugueux. dire, ce que je veux dire, c'est que là, le match qui va arriver, c'est contre Lens. Et Lens, c'est quand même une sacrée équipe pour le coup. On n'est pas à l'abri qu'il se prenne son petit carton jaune qui va le suspendre, déjà ne serait-ce que pour le match contre l'OL en septembre prochain, voire même plus. Donc au final, faudrait qu'il aille un petit peu mollo quand même, Bon. Ugarte, même s'il On a fait quand même un bon Danilo, match. on a Danilo qui peut le remplacer. Et après, moi aussi en 6, je ne parlais pas de Mukele, mais je parlais de Marquinhos, qui en 6 avait rendu de très très bonnes copies aussi. Donc en dépannage, Après, pur et dur. oui, mais c'est du on est dépannage, jeune, Stéphane. le problème, Bah, c'est sur un que match, parce que l'autre est c'est suspendu, ça se tient. ouais, Un mais match. le problème, c'est que là, tu as des joueurs sur un match, etc., mais c'est juste pour dépanner. Et au final, nous, on veut en fait un joueur qui soit fixe. Parce que c'est bien d'avoir ce côté dépanner quand on a l'occasion. C'est comme on disait, par exemple, avec Hernandez, qui pouvait jouer en tant que défenseur central, mais aussi en tant que latéral gauche Mm. lorsque Mendes est blessé, parce qu'on ne peut pas faire confiance à Bernat pour le moment. Mais le problème, c'est que c'est bien d'avoir ce côté-là, mais il faut surtout avoir un joueur fixe. Et pour moi, il nous faut délibérément un milieu créatif. Autant contre l'Orient, on l'avait senti, autant contre Toulouse, c'était plus que flagrant qu'il nous manquait quelqu'un à la création. Même si on avait pu quand même pu se créer des occasions, etc. Mais on a vu qu'il nous manquait quelqu'un. Donc je pense que là, et d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'on ne comptait pas recruter de milieu créatif pour cette saison. Donc je me dis, soit tu veux réintégrer Verratti, ou soit tu veux vraiment essayer une espèce de solution doublure avec Kanguili qui peut redescendre, qui va jouer vraiment en tant que numéro 10, ou Mm. voire tenter avec Victor, tu l'avais dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est vraiment l'inconnu qui se pose pour Paris Saint-Germain. Mais pour moi, il est clair, et net précis. Il nous faut clairement un milieu créatif. On ne peut pas faire Mais la saison sans milieu créatif, ça Peut-être c'est clair. Verratti, ça fait 2 fois qu'il est pas sur la feuille de match. Ça m'étonnerait qu'il joue qu'il rejoue. Enfin, sauf si vraiment ouais. il n'y a aucune offre cohérente pour lui, mais il n'a pas l'air de rentrer dans les plans d'Enrique, en tout cas, Bah, il malheureusement. restera à la fin du mercato s'il n'y a pas eu d'offres Oui. suffisantes. Et je pense que le Qatar, ils attendent plus que 60 millions. Ils attendent un bon 70-80 millions pour le laisser partir. Maintenant, après, Verratti, c'est dommage de le faire partir si tu ne le remplaces pas là, parce qu'on va avoir besoin de lui. Et mieux vaut l'avoir 50% ou 60% du temps à Verratti dans ton équipe. Puis peut-être de le revendre l'hiver prochain. Ça te laisse le temps de préparer un autre recrutement avec un autre talent, etc. Parce que si tu as pas Verratti, puis on voit bien que là, ça nous manque aussi. Voilà. Donc, déjà, à mon avis, si en titulaire, on aurait mis Dembélé à droite, Mbappé à gauche, ça t'aurait permis de mettre Kang Gingli, de le mettre en dessous pour avoir vraiment un milieu un peu box-to-box qui fait les efforts défensifs, qui a un coffre suffisant pour monter, redescendre, dribbler, temporiser un peu, etc. Là, tu lui donnes les clés de l'attaque sur le côté gauche. En gros, tu lui dis, mec, là, tu vas devoir faire ce que Mbappé est censé faire dans l'équipe. La pression, elle est quand même relativement énorme. Voilà. Et aussi, bon, Gonzalo Ramos, je trouvais intéressant dans le repli défensif où j'ai apprécié quand même de voir quelqu'un qui proposait des choses qui n'étaient pas statiques sur l'avant de l'attaque, mais il y a eu des loupés qu'il ne peut pas faire, qu'il ne se doit pas de faire, surtout quand on connaît sa qualité de finition. Voilà, après, il vient d'arriver, il est dans une toute nouvelle équipe, le PSG est à chaque fois à 60% dans une équipe qui n'a jamais joué ensemble. Guardiola, quand il a récupéré City, il n'est pas arrivé la première ou la deuxième année sur le podium, etc. de la première ligue, ça a mis un peu de temps aussi. Au Paris Saint-Germain, on est trop pressé, on n'a jamais le temps de rien. Mais pour une fois, peut-être qu'il va falloir prendre son mal en patience. Voilà. Et puis après, bon, malgré tout, Lorient, c'est pas une équipe qui est toujours évidente. L'année dernière, ils nous ont accrochés. Le Toulouse, ils n'ont pas fait une très très bonne saison l'année dernière, mais ils sont allés en finale de la Coupe de France et ils ont écrasé Nantes 5-1. Et ils n'ont pas gagné 1-0 ou au tir au but. 5-1, voilà, et c'était il y a quelques mois. Donc ça reste comme une équipe qui, malgré tout, malgré de mauvais résultats en championnat l'année dernière, ont montré qu'elle était compétitive. Moi, je m'inquiète un petit peu plus sur les matchs qu'on va avoir effectivement, parce que là, on va avoir Lens, on va avoir Lyon, on va avoir Clermont, puis après, on aura Marseille aussi. Donc, il faut qu'on monte en puissance. Je vois bien un PSG monter comme ça en puissance, apprendre à se connaître, à combiner, machin et tout ça. Mais en fait, les premières échéances font qu'on va pas avoir le temps nécessaire ou suffisant, quoi.
Donc, je sais pas vous, comment Ça vous peut être le. les bons électrochocs enfin, ça peut être les électrochocs dont l'équipe peut avoir besoin aussi pour être mieux, pour se débloquer aussi, hein. Hmm. Et On Rennes, peut le voir et comme ça. Nice, qu'on va voir. Et oui, bah, de toute façon, on va pas citer les 19 autres de Ligue 1, Non, mais bon, non, c'est des belles équipes. oui, mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, si t'es en Ligue 1, t'étais déjà une belle équipe, donc faut que tu fasses le job. C'est là où je dis que on n'a pas perdu. Souvent, le PSG commençait la saison par une défaite. On l'a vu plusieurs fois. Là, c'est déjà que deux matchs nuls. Alors certes, c'est pas deux victoires, mais comme je dis, si on regarde les stats, il manque juste en fait le dernier geste. Et pour l'instant, là, on a fait 90 minutes sur le premier match, 60 minutes sans vraiment un attaquant de renommée mondiale. Moi, ce qui me choque le plus sur ce match-là, presque, en fait, c'est de ne pas avoir été capable pendant ce match et demi-là, d'avoir été incapable en fait de marquer sans qu'Mbappé soit là. Et qu'à peine Mbappé arrive sur le terrain, 10 minutes après, penalty, il marque. Et C'est ça, ça d'ailleurs, met pas en exergue l'Mbappé dépendance du PSG. Moi, c'est ça qui me choque le plus en fait. une, J'aurais aimé que le PSG soit capable de marquer au moins un but avant qu'il revienne. Non, ça et, n'a pas une, été le re- cas. Et ça, et, personnellement, c'est ça qui m'embête le plus. Et nous, on a vu le match ensemble, du coup, Nola, encore une fois. Donc, La je deux me rends fois. compte que 2 fois qu'on regarde un match ensemble, c'est 2 fois un match nul. Le week-end Ouais, prochain, je comme ne dit serai qu'on pas là, arrête. je serai à un mariage. J'espère qu'on aura une victoire du PSG. Et puis, Ouais. s'il y a une victoire du PSG, je pense qu'on va devoir arrêter de regarder les matchs ensemble. Ah, je Bon, blague pense. à part, il manque aussi les frappes de loin, les frappes en dehors de la surface. On n'en a pas vu lors de ce match où il me semble pas en avoir vu. Donc, ça, c'est Et ce qui me manque. Vitinha a frappé de loin en première mi-temps. Ah oui, Il a sur le côté droit? ouais, à deux, trois Oui, reprises. Bon, alors, ce n'est pas cadré non plus, mais tu te disais quand même, il y oui. avait quand même une intention de Mais vouloir faire c'est- ça. mais il n'y a que lui. Ouais, bah Donc, après, ça, c'est vrai donc que ça- ouais. c'est vrai qu'il y avait ça. Après, moi, justement, après, le truc, c'est qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que je crois qu'on avait vu qu'on avait eu quoi, 16 tirs dans le match à tout péter Ouais, et qu'on a eu 16 pour 3 16 cadrés. tirs pour 3 cadrés. Mais surtout, compter le nombre de fois où on a voulu tirer et qu'il y avait toujours un défenseur toulousain pour bloquer le ballon au dernier moment. Donc, il y avait ça aussi. Alors, et tu Hmm. parlais de frappe de loin, mais il y avait aussi, bon, avant qu'il soit déclaré sur hors-jeu, bien évidemment, mais il y avait eu la frappe de Zaïre Emery. Tu te disais, ah, voilà, ça fait but, etc. Mais au final, non, parce que bon, hors-jeu. Mais, Mais il était où le hors-jeu à ce moment-là? Parce que j'ai pas re-regardé les images pour ça. bah, en Mais fait, pendant le match, c'est Vitinha. lui, il C'est n'est pas Vitinha hors-jeu. quand il fait la remise, etc. En fait, il est encore sur le couloir, mais il reste un petit peu trop longtemps. Il ne revient pas assez au dernier moment quand on veut lui la remettre. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a été déclaré comme hors-jeu. Vraiment pas grand-chose. Non, Ouais. voilà, mais c'est vrai que pour les frappes de loin, comme tu disais, c'est un truc sur lequel le PSG doit clairement bosser, surtout que quand tu es dans une équipe qui va constamment jouer bas, le danger il peut venir de loin parce que il suffit d'une frappe de loin et tu sais pas, sur un coup du sort, elle peut être contrée par un joueur, un truc comme ça, et derrière, si tu la récupères, peut-être que ça peut faire mouche. Hmm. Donc, Puis au c'est final, mettre aussi, c'est instiller le doute dans la défense adverse. Hmm. Dans le sens où, mince, ils peuvent aussi essayer de tirer de loin. On peut se faire avoir comme ça. Et du coup, tu vas fatiguer encore un peu plus mentalement les défenseurs adverses. Et ça peut après amener C'est des espaces pour la fin du match, quoi qu'il arrive. c'est souvent des buts à la con comme ça qu'on se prend quand même aussi face à des petites équipes. Il y a un mec qui arrive, qui la tente de loin, au cas où ça peut rentrer ou ça fait un corner et les mecs après ils arrivent dessus. Voilà. Donc au pire, ça passe pas. Au mieux, ça rentre. Au moyen, ça fait un corner ou ça donne une bonne action. Il faut les tenter, surtout qu'on a quand même beaucoup de joueurs qui ont de la qualité de frappe, hein. Bah, les attaquants forcément devant. Les milieux qu'on a, il y en a aucun qui est vraiment connu pour être un mauvais frappeur à part Verratti. Donc Asensio, Draxler, Wijnaldum, pour les pires, entre guillemets, même Ruiz et Soler, c'était pas des mauvais frappeurs avant. Donc Emery, ça frappe.